Bonjour, peut-être l'avez-vous noté, mais dorénavant, en début de semaine, j'interviens sur ma chaîne YouTube. Merci d'être là de nouveau, et je vais vous parler aujourd'hui de l'ambiance pourrie qui règne en France ces temps-ci dans les sphères du pouvoir et des médias. L'ambiance pourrie, c'est quand le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, s'en prend à des parlementaires insoumis pour les accuser d'antisémitisme, qui est ces sortes de refrain qui maintenant vient à tout bout de champ. Bien sûr, il pense que les Français n'ont pas compris de quoi il s'agit. Mais tout le monde a compris dans ce pays que quiconque s'oppose à la politique génocidaire de M. Benjamin Netanyahou est aussitôt accusé d'antisémitisme. Alors cette comédie ne touche plus personne, sinon pour indigner. Il n'y a que M. Retailleau et les principaux médias de ce pays pour croire que ceux qui ont compris ce qui se passe vraiment ne sont pas indignés de l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme. Car voyez-vous, même la rapporteure des droits de l'homme à l'ONU dénonce dans un rapport cette instrumentalisation de l'antisémitisme par les milieux gouvernementaux et, à leur suite, leurs perroquets médiatiques. Elle dénonce le fait qu'en France, dorénavant, on peut être poursuivi pour apologie du terrorisme simplement parce qu'on a protesté contre des bombardements d'écoles ou d'hôpitaux ou contre l'invasion d'une zone colonisée. Cette propagande ne peut donc plus convaincre personne, sinon des milliers de gens qui se disent qu'au bout du compte, les insoumis sont bien courageux de tenir tête comme ils le font, et beaucoup de ceux qui m'écoutent à cet instant le pensent au plus profond d'eux-mêmes. Et bien souvent, ils nous manifestent leur sympathie et nous leur en sommes très reconnaissants. Nous devrions donc plutôt, à la fin, laisser dire simplement, en pensant, de toute façon, chaque accusation se retourne contre celui qui les porte. Mais là où cela devient grave, c'est quand en multipliant, en harcelant les insoumis, sans arrêt, sans trêve, sans pause, à toute occasion, sur n'importe quoi, pour revenir à l'antisémitisme, on ne donne pas en quelque sorte aux fous l'adresse et le nom des personnes qu'ils auraient à persécuter. Car il faut que vous le sachiez, ces gens qui passent leur temps à parler des cibles que l'on mettrait dans le dos de nos concitoyens de confession juive sont ceux qui nous dessinent en train de le faire et incitent ainsi à la violence contre nous. Savez-vous que Marie Messmer, après Ercilia Soudé, est injuriée quotidiennement sur tous les réseaux sociaux et prise à partie? Savez-vous que plusieurs d'entre nous ont dû changer de numéro de téléphone parce que nous étions harcelés nuit et jour de France et depuis l'étranger? Que plusieurs d'entre nous ont été bousculés, que certains ont été menacés physiquement, puis menacés de mort, sans qu'il n'y ait jamais aucune trace de début, de commencement, de poursuite contre les auteurs de ces violences, alors même que nous donnons régulièrement, en portant plainte, ce qui ne sert strictement à rien, ou en nous adressant directement à des juges, la liste des numéros de téléphone qui nous appellent, ou des gens qui nous insultent, etc. Si j'ai donc pris la liberté d'aborder ce sujet dont je me serais volontiers passé pour la pollution qu'il va introduire dans ce que j'ai à dire pour le reste de l'actualité politique, c'est que nous nous sentons en danger. Quand Aymeric Caron, député de Paris, est représenté en chef du Hezbollah et qu'on appelle à sa mort par des vidéos qui circulent, quand Marie Messmer est insultée nuit et jour, quand Thomas Porte reçoit des menaces de mort sur lui, sa famille, ses enfants, quand Louis Boyard est représenté grimé en SS et qu'on le montre en train de désigner quelqu'un comme cible, nous nous sentons en danger. Et nous n'avons pas droit à la protection à laquelle ont droit les autres. Pourquoi? Quels crimes ont été commis par les insoumis qui leur vaillent d'être traités de cette manière? Mon intervention en ce début de vidéo doit résonner comme une alerte. Et je demande que l'on considère le niveau de violence qui est atteint contre nous et qui est relayé par les officiels comme M. Retailleau, lorsqu'à son tour il ajoute sa voix aux aboyeurs de service. Vous tous,
qui avait vu la machine se mettre en route à partir du tifo présenté à Paris à l'occasion d'un match de foot, où l'on a présenté ce drapeau palestinien comme une offense ou une apologie du terrorisme. En quoi est-ce une apologie du terrorisme? De montrer le drapeau d'un pays reconnu par l'ONU et par la majorité des États du monde, à l'exception des États-Unis d'Amérique et de leur fidèle soutien européen. Et encore, car en Europe et dans l'Union européenne, un nombre croissant de pays qui sont nos amis, nos alliés, et membres comme nous de la même communauté ont reconnu l'État de Palestine à côté de l'État d'Israël. Vous avez donc bien compris ce que j'ai voulu vous dire, mais cette ambiance autour de nous est créée de toutes pièces pour que cela finisse mal. Et vous avez tous vu comment l'incident qui a eu lieu dans le stade, puis à l'extérieur du stade, a été utilisé en Hollande exclusivement à la charge des uns contre les autres. Tout est dit. Et je passe à mon deuxième sujet. L'ambiance pourrie, c'est celle qui a lieu autour de l'activité du Parlement. Pourquoi? Comme vous le savez, un gouvernement illégitime siège autour du Premier ministre Michel Barnier à Matignon. Je dis illégitime parce que le pouvoir a été donné au parti politique qui a fait le plus petit résultat à la dernière élection législative. Et l'on a dit, il a constitué un socle commun qui est une majorité. Cette majorité n'est apparue à aucun moment. Il n'y a pas de socle commun. Il y a des bandes éparses qui se regroupent de temps en temps quand ils sont présents dans l'hémicycle. Pour l'essentiel, c'est le Rassemblement national qui, par son soutien au gouvernement Barnier, le maintient en vie, alors même que ceux qui devraient en faire leur occupation principale, c'est-à-dire les députés macronistes, ne sont même pas dans l'hémicycle pour défendre le budget de leur Premier ministre. Et alors, il y a des discussions. Elles ont lieu en commission avec des votes, qui dorénavant, très souvent, sont favorables aux Insoumis et au nouveau Front populaire, si bien que le budget a pu être réformé très profondément. Je ne vous dis pas que c'est le budget idéal pour nous, puisque la copie de départ, c'est celle qu'a présentée M. Macron, et qu'on ne peut pas faire autrement que de discuter à partir de cette copie de départ. Mais nous l'avons amendée tant et si bien qu'à la fin, je vous demande de bien m'écouter, la première partie du budget, telle qu'elle sort après toutes ces discussions de l'Assemblée, des députés, cette partie recette dégage un excédent de 58 milliards dans nos calculs à nous, Insoumis et Front populaire, et de 39 milliards d'après les calculs qu'ont fait le gouvernement. Vous avez bien entendu, à la fin de la partie recette, en partant du budget tel qu'il était présenté par le gouvernement, nos propositions de recettes nouvelles permettent un excédent de 58 milliards ou de 39 milliards, un excédent dans tous les cas. Et un excédent qui amènerait ce budget en dessous du seuil des 3% qui sont exigés par les règlements européens. Vous avez bien entendu, en dessous du seuil des 3%. Tel est le résultat à cette étape, ce jour-ci où se vote à l'Assemblée nationale cette première partie. C'est un événement considérable. Nous avons toujours été accusés de creuser les déficits. Nous avons toujours dit qu'en coupant dans les services publics, on appauvrissait généralement le peuple français, mais que si on augmentait les recettes, on reviendrait rapidement à l'équilibre. Nous avons donc augmenté les recettes en prenant sur les plus riches et sur les entreprises les plus importantes qui dégagent les bénéfices les plus substantiels. Ça, ce sont les faits. Et l'appareil médiatique, avec les répondeurs automatiques du gouvernement qui viennent cancaner à la télévision et dans les journaux, essaye de faire croire que c'est une mêlée confuse, qu'à l'Assemblée on ne comprend plus rien. Alors il est possible qu'eux ne comprennent rien. Ça s'est vu assez souvent pour qu'on puisse le penser. Mais ce n'est pas la vérité. Autrement dit, on voit se vérifier que tout cet appareil médiatique n'est pas là pour mettre la lumière, mais pour rendre confus, pour empêcher de penser. Et c'est ainsi qu'on décrira l'activité des parlementaires comme un capharnaüm. Alors j'ai vu à la une d'un journal qui lui-même vit gorgé d'argent public une caricature où l'on voit des députés se battre, se tirer les cheveux. Personne ne s'est battu, personne ne s'est tiré les cheveux. Il y a eu des discussions dures et pour finir des votes. Des votes.
Et il y a une petite minorité qui s'y oppose. Car voyez-vous, bien sûr, la gauche dépose des amendements. Bien sûr, ils sont très souvent adoptés. La preuve, je viens de vous le dire. Mais dans les 3/4 des cas, j'ai noté que le Rassemblement national les a votés ou n'a pas pris part au vote. Par conséquent, ceux qui sont contre nos mesures sont une toute petite minorité. Alors évidemment, dans les moments décisifs, le Rassemblement national vient au secours de la Macronie. Le Rassemblement national n'a pas voté la motion de censure. Le Rassemblement national a bloqué la motion que nous avions présentée pour la destitution du président de la République. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national a voté contre la première partie du budget telle que nous l'avions amendée, parfois avec son aide. Vous suivez, bien sûr que c'est compliqué. Mais c'est normal, la démocratie, c'est pas oui, non, c'est un ensemble de décisions, ce sont des discussions, ce sont des amendements, avec des arguments. Donc maintenant, voici que le Rassemblement national vote contre le budget tel qu'il était amendé. Et on nous dit que c'est nous qui sommes sectaires, qui ne voulons entendre parler d'aucun compromis. Mais c'est bien le budget de Barnier que nous avons amendé, en mettant plus de recettes pour dégager un excédent qui permette ensuite de payer des dépenses nouvelles. Voilà ce que nous avons fait. Et avec nos recettes, nous avons amené ce budget à un excédent de 39 milliards pour les uns, suivant l'évaluation des uns, et 58 milliards suivant la nôtre. Je ne m'étends pas sur pourquoi cette différence, croyez bien qu'elle est argumentée, mais qu'elle est bien réelle. Il y a bien 58 milliards d'excédent. Alors on voit des gens qui nous reprochent de ne faire aucun compromis, rejeter celui que nous avons fait, mais où? Pas dans le secret des discussions d'appareil, comme on nous l'avait proposé. On nous avait dit, eh bien, faites comme M. Cazeneuve, soyez prêts à discuter, à faire. Et on leur a toujours dit, c'est à l'Assemblée que ça se réglera. Et comme on avait dit, nous défendrons le programme, tout le programme, ben c'est ce que nous avons fait. Et en défendant notre programme, tout notre programme, rien que notre programme peut-être, mais tout notre programme, nous avons amélioré la situation financière du pays. M'entendez-vous? Nous l'avons améliorée. C'est nous qui avons fait des compromis, puisque à cette étape, nous acceptons de voter la première partie, puisqu'il y a nos amendements dedans, puisqu'elle rend cette première partie excédentaire, et c'est ceux qui nous font la leçon, qui ne veulent pas faire de compromis, refusent la décision de la majorité de l'Assemblée nationale et votent contre. Contre tout le travail qui a été fait depuis 1 mois et demi. Honte à ceux qui embrouillent ce tableau, qui ne permettent pas aux Français d'en comprendre la leçon, pour faire courir l'idée que les insoumis auraient taxé tout le monde. J'ai même vu des articles qui disent que les entreprises se préparent à la difficulté de ce budget, comme si nous ne savions pas que d'ores et déjà, il y a 150 000 emplois dans le pays qui sont menacés, budget ou pas. Et ces entreprises n'ont rien à craindre d'un budget qui relance l'économie. Car si notre budget est appliqué, alors il y aura plus d'activités, il y aura plus de cotisations sociales, il y aura donc plus d'impôts sur les plus riches, plus de rentrées par les taxes telles qu'elles sont aujourd'hui. Enfin, n'oubliez pas que, il faut bien que j'en cite un, de nos amendements a prévu de taxer à 2% le capital de ceux qui ont plus d'1 milliard de patrimoine. Ça concerne 147 personnes et cela rapporte 14 milliards. Vous comprenez où nous avons trouvé l'argent? Bien sûr, il y a des gens qui auront moins, mais le pays va tellement mal que les extrêmement riches peuvent mettre la main à la poche pour une fois, participer au bien commun. Oui, c'est des sacrifices pour eux, parfait, tout le monde fait des sacrifices. Alors eux aussi. Et comme ils sont plus riches, immensément plus riches, ils peuvent faire des sacrifices plus importants. Tout le monde comprend ça. Il n'y a rien d'injuste là-dedans. Alors pourquoi avoir raconté que la situation, c'est un tohu-bohu fiscal, un concours l'épine des taxes, etc. Toutes ces paroles mauvaises, méchantes, pourquoi faire? Pour protéger les riches. Mais vous, regardez bien les gens qui m'entendaient à cet instant, pour que vous compreniez bien pourquoi tout ce que nous vous avons dit dans le passé récent s'est vérifié. Notre budget permet des excédents. Notre budget permet de relancer l'activité économique du pays. Notre budget protège la vie des gens parce qu'il développe les services publics. La seule chose qui fait obstacle à ces petites parts de bonheur, c'est la cupidité des plus puissants qui ont mis en place leur personnel politique et qui contrôlent leurs journaux et leurs médias,
puisque 90% d'entre eux appartiennent à 9 personnes qui sont 9 milliardaires, ceux-là même que notre budget frappait. Alors, leurs laquais, leurs répondeurs automatiques ont passé leur temps à tout brouiller. Et c'est une ambiance pourrie, pourquoi? Pas seulement parce qu'on ment notre sujet, nous y sommes habitués, mais c'est surtout parce que cela crée une ambiance anti-parlementaire. Les braves gens croient que c'est la pagaille à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune pagaille. Il n'y a que la vérité politique qui s'exprime. Nous qui avons gagné les élections législatives, nous sommes en état d'avoir une majorité sur des dizaines et des dizaines d'amendements. Oui, nous avons la possibilité d'être majoritaires et nous venons d'en faire la démonstration. Et oui, nous sommes prêts au compromis puisque nous sommes partis d'un texte qui n'était pas le nôtre pour le rendre plus proche de nos positions, même si, à l'évidence, ce n'est pas notre budget, vous l'avez bien compris. Et vous avez vu cet appareil à mentir, à empêcher de penser, qu'est le système médiatique, le même qui ment du soir au matin sur les accusations d'antisémitisme qu'il martèle sur nos têtes. Le même système médiatique ment sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et sur l'état réel des budgets. Alors vous me direz, ce n'est pas vrai de tous les journaux. Non, mais de la majorité, oui. Ce n'est pas vrai de tous les médias, non, en effet, mais de la majorité, oui. Et il est normal qu'on proteste, et vous verrez, en toutes circonstances, les plus gros se cachaient toujours derrière les plus petits pour dire « mais regardez, il y a de brillantes exceptions ». Oui, c'est une ambiance pourrie. Enfin, ambiance pourrie parce que, sur la scène internationale, le silence continue, l'invisibilisation des meurtres de masse qui se déroulent en Palestine continue, l'invisibilisation de l'invasion du Liban et de son bombardement aveugle par l'armée de M. Netanyahou. Oui, c'est une ambiance pourrie que celle dans laquelle un génocide se commet pendant que tous les autres regardent ailleurs. Et enfin, ambiance pourrie dans la relation entre le gouvernement de M. Netanyahou et notre patrie, la France. Comment ont-ils pu oser arrêter des gendarmes français qui accomplissent, là où ils se trouvent, le devoir pour lequel ils sont envoyés à Jérusalem depuis des générations et des générations? Comment le gouvernement a-t-il pu abandonner le préfet de police de Paris, M. Nunez, quand on montait de tous côtés les protestations contre la venue de M. Smotrich, ministre de M. Netanyahou, qui prétend qu'il faut coloniser toute la Cisjordanie et Gaza, et qui prétend étendre encore la guerre, et quand des associations de toutes sortes ont pris position. Pourquoi aucun membre du gouvernement ne s'est exprimé? Et il a laissé à M. Nunez le soin d'expliquer que le ministre viendrait ou ne viendrait pas, et visiblement, M. Nunez n'est tenu au courant par personne de savoir si le ministre vient ou pas, car il a dit « j'ai cru comprendre que le ministre ne serait pas là ». On en est à ce point rendu où l'on laisse des gendarmes français être arrêtés, jetés au sol par la police de M. Netanyahou à Jérusalem, et où un ministre peut circuler sans que le préfet de police de Paris ne sache s'il vient ou s'il ne vient pas, et sans qu'aucun membre du gouvernement ne s'exprime. J'ai commencé et j'ai fini par cette question. Vous qui m'écoutez, entendez ceci. Un jour, il y aura un autre gouvernement. Ce ne sera plus le gouvernement de M. Netanyahou. Un jour, il y aura peut-être un gouvernement progressiste, comme nous en avons connu dans le passé, et qui acceptera, comme l'avait accepté M. Rabin, de signer avec M. Arafat un accord qui permettait d'avancer vers les deux États. Enfin bref, je veux dire, quelque argument que l'on ait à l'esprit, quelque appréciation que l'on ait sur tout ce passé, un jour viendra, j'en suis sûr, où la situation sera rétablie sur les bases de l'humanité, sur les bases du droit international. Et alors, ce jour-là, tous ceux qui ont approuvé, laissé faire ce massacre, tous ceux qui ont été d'accord pour mentir, montrer du doigt, ceux qui essayaient de s'y opposer, auront honte parce qu'on saura qu'ils ne se contentaient pas de regarder ailleurs, ils étaient complices. Et tous ceux qui ont rempli des colonnes et des colonnes, fait je ne sais combien d'enquêtes ou soi-disant telle enquête, sur la manière avec laquelle discute l'Assemblée nationale pour montrer du doigt les députés, faire croire qu'ils sont des violents, qu'une discussion est un coup de force, tout cela aussi auront honte du résultat, car nous savons tous comment finit l'antiparlementarisme. Voilà ce que j'ai à dire en ce début de semaine, et c'est la raison pour laquelle je vous demande de ne participer d'aucune manière à cette ambiance. Les députés insoumis
gardent la mesure dans tout ce qu'ils disent. Ils ont le droit de s'opposer à certaines décisions. Ils ont le droit de proposer. C'est le propre d'une démocratie. Ne participer d'aucune manière à la dégradation de la parole des uns ou des autres dans l'Assemblée nationale. Chacun dit ce qu'il a à dire et vous vous faites votre idée, évidemment à la condition que l'on puisse arriver à comprendre ce qui se dit. Nous devons jouer un rôle qui consiste à, tout en gardant la fermeté de nos positions, ne pas participer ni donner prise, si peu que ce soit, à l'escalade que nos adversaires voudraient provoquer au détriment de notre pays. Au détriment de notre pays. Voilà ce qu'il faut avoir à l'esprit. La première partie du budget a été rejetée. Elle va au Sénat. Au Sénat, le texte va être transformé en texte de droite, et même de droite extrême, parce que au Sénat, ce sont les amis de M. Retailleau qui font la pluie et le beau temps et qui ont la majorité. Et comme c'est bien leur droit, ils changeront le texte. Ce texte, à ce moment-là, le budget reviendra à l'Assemblée nationale et il y aura une commission mixte des deux assemblées. Si elle ne conclut pas positivement, toute la discussion redémarrera à l'Assemblée. À l'issue de cette discussion, ça retournera au Sénat et ça reviendra à nouveau à l'Assemblée pour le vote final. Le vote final ne peut pas être gagné par M. Barnier, sauf si le Rassemblement national décide d'aider ce budget à passer. Le Rassemblement national va devoir trancher entre les deux lignes qui aujourd'hui l'occupent, et notamment savoir si dorénavant c'est bien M. Bardella, président du Rassemblement national, qui a la main et décide de tout, notamment d'adopter une ligne d'entente avec la droite traditionnelle, et donc qui aide M. Macron à survivre. Voilà l'événement politique qui va se produire dans le mois qui arrive devant nous et le début du suivant. Voilà ce qui va se passer. Si, pour finir, compte tenu de l'état dans lequel le budget aura été mis par les votes du Sénat, une majorité semblait se dessiner pour voter contre, alors le Premier ministre, M. Michel Barnier, déposera un 49-3. S'il y a un 49-3, la contrepartie, c'est la motion de censure. Nous déposerons une motion de censure. Et s'il y a une motion de censure, elle sera votée évidemment par toute la gauche, évidemment par une partie des autres bancs, mais la question, ce sera de savoir si le Rassemblement national vote aussi la censure, ou bien s'il décide de laisser le pouvoir à M. Macron. Pendant le mois et demi qui arrive, va se jouer quelque chose d'essentiel dans notre pays. Oui ou non avons-nous voté pour élire une nouvelle Assemblée nationale, et oui ou non, le peuple est-il souverain dans ce pays, ou bien M. Macron fait ce qu'il veut par la coalition qu'il a en quelque sorte organisée, on ne sait à quel prix, avec le Rassemblement national. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous nous battrons jusqu'au bout, soit pour faire passer un compromis, celui que nous aurons fait voter par nos amendements, soit pour faire tomber le gouvernement. Et on verra dans cette circonstance qui travaille pour le bien commun, qui est prêt parfois à faire des compromis à condition qu'ils soient honorables, et qui n'en veut pas et veut continuer contre vents et marées à gaver ceux qui sont déjà gavés et à retirer le peu qu'ils ont à ceux qui n'ont déjà rien.